Plaisir partagé également d'être ici. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à contribuer à cette journée. Lorsque Didier Blanc m'a proposé le titre, la politique tarifaire de l'Union européenne dans l'océan Indien, enfin le sujet du moins, il m'est apparu opportun peut-être de reprendre un modèle que nous avons développé donc avec les 3 autres collègues économistes il y a 2 ans sur la modélisation de l'économie de la Réunion et donc d'utiliser ce modèle dans le cas particulier de l'octroi de mer sous un certain angle de vue. Alors nous n'aborderons pas la question des prix, mais je suis disposé à en parler si tu veux. Je reste très dubitatif sur l'impact des prix sur l'octroi de mer, mais ça c'est un autre... Enfin, l'impact de l'octroi de mer sur les prix, mais ça c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Donc, le contexte. Les liens institutionnels qui unissent l'Union européenne et les pays de l'océan Indien sont divers, mais les différents accords ont un point commun. Ils s'intéressent tous au commerce. Les théories économiques sont en effet unanimes aujourd'hui pour affirmer que le commerce entre nations procure un gain mutuel à l'échange. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dès les premières années d'économie. Donc de par leur statut de RUP, de région ultrapériphérique dans la zone, et compte tenu de leur handicap structurel, La Réunion et Mayotte bénéficient cependant en la matière de dérogations, en particulier celles émanant de l'octroi de mer. Alors certains détracteurs y voient un obstacle au développement économique et appellent de leur vœu une suppression de cet impôt colonial, comme on l'appelle souvent, et ils militent même quelquefois pour la création d'une hypothétique zone de libre-échange dans l'océan Indien, zone de libre-échange qui est selon eux nécessaire au développement des États et qui nécessiterait la disparition progressive de toute mesure entravant le libre-échange, et donc peut-être l'octroi de mer. D'un autre côté, nous avons le Conseil des communautés européennes notamment, il y a aussi certains acteurs locaux, la plupart des acteurs locaux, qui estiment que le maintien de l'octroi de mer constitue un élément de soutien aux productions locales qui sont soumises aux difficultés de l'éloignement et de la solidarité, les fameux handicaps structurels de compétitivité. Donc la question de l'efficacité de cette politique tarifaire qui est encadrée par l'Union européenne est donc posée. Et il est fort probable que la pérennité de ce dispositif se jugera à l'aune de son impact réel sur le développement économique des départements et régions d'outre-mer. C'est pour ça que cet article s'inscrit pleinement dans cette problématique en proposant de mesurer, à partir d'un modèle d'équilibre général calculable, ce qu'on appelle un MEGC, les mécanismes d'impact de l'octroi de mer sur l'économie réunionnaise. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'un modèle d'économie général calculable? Ce type de modèle utilise des données économiques pour analyser de manière quantitative comment une économie réagit à des changements de politique économique. On parle de choc en économie. Donc ça peut être des changements de politique économique, des changements de technologie, de ressources, d'autres facteurs externes et donc de fiscalité également. Ce sont des outils de simulation et d'aide à la décision qui font l'objet de larges utilisations dans des champs d'application très divers en matière de fiscalité, de retraite, d'environnement, de commerce international, finance, etc. Donc c'est un outil assez passe-partout. Avant de rentrer, non pas dans les détails, mais donner peut-être les premiers résultats de nos analyses, resituer le contexte économique de la Réunion, puisque c'est important. La Réunion a des problématiques qui sont communes aux petites économies insulaires, en particulier les fameux handicaps structurels, tels que l'éloignement géographique par rapport à son marché naturel, qui est la France continentale. Donc cet éloignement a tendance à réduire la valeur ajoutée qui est produite localement, surcoût des biens intermédiaires et des équipements importés, coûts de stockage, etc. Diminution des gains à l'échange, à cause notamment des coûts de transport qui sont relativement élevés, l'exiguïté du territoire qui empêche la réalisation d'économies d'échelle, une forte vulnérabilité face aux changements naturels ou économiques, une insuffisante compétitivité à l'exportation, et une spécialisation toute relative vers le service et le tourisme. Lorsqu'on procède à une décomposition par secteur économique, on note une forte prédominance des services, notamment
les services marchands, donc qui comprennent l'économie numérique, les transports, tourisme, services à la personne et aux entreprises. Donc les services marchands contribuent à hauteur de 35% de la richesse créée. Et les services non marchands, santé, éducation, action sociale, représentent de l'ordre de 37,4%. Le poids des autres secteurs est plus faible qu'au niveau national. Le commerce génère 14% de la valeur ajoutée, le bâtiment 6,6%, l'industrie 4,4%, l'énergie 2,5%, et enfin l'agriculture et la pêche 1,4%. Au niveau de l'emploi, les services non marchands regroupent 42,4% des effectifs salariés totaux en 2015, et les services marchands emploient 31,3% du total, et le commerce un peu plus de 13%. La situation du commerce extérieur, la balance commerciale est largement déficitaire. La Réunion exporte peu de biens, le sucre et ses produits dérivés, encore que ça bénéficie d'un certain nombre d'accords pour le sucre. Le tourisme est une exportation de façon limitée. Elle importe beaucoup, essentiellement de la métropole, plus de 60% des importations, pour satisfaire la demande intérieure. La part de marché des biens manufacturés produits en dehors du territoire est de l'ordre de 70%. Elle est plus faible dans l'industrie agroalimentaire, 42%, et assez limitée, 21 à 24%, dans les branches agricoles et pêche. Un axe historique de développement économique interne depuis une cinquantaine d'années, ça a été ou c'est l'industrie d'import-substitution. Donc, l'industrie représente donc 4,4% de la valeur ajoutée totale. Elle occupe une place assez modeste dans le tissu économique comparé aux services et une place relativement modeste également, eu égard à ce qui se fait sur le plan national, 13,8%. Mais cette industrie représente 5,5% des effectifs salariés, soit près de 16 500 personnes en 2014, qui se répartissent en parts égales entre les industries agroalimentaires et les industries manufacturières. Les industries agroalimentaires représentent par ailleurs un peu plus de la moitié de la valeur ajoutée créée par le secteur. Cette branche résulte historiquement de la conjugaison d'un potentiel agricole important, basé notamment sur la filière canne-sucre-rhum, et le développement de l'import-substitution. On fabrique localement des produits au lieu de les importer. Donc cette stratégie de promotion de substituts aux importations a aussi été rendue possible grâce à un régime de taxation particulier, l'octroi de mer. Donc très rapidement, le principe de l'octroi de mer. L'octroi de mer, sous l'angle de l'industrie locale, l'octroi de mer vise à compenser les coûts de production qui sont supérieurs dans l'industrie locale par rapport à ceux de la métropole ou le pays voisin, pour compenser les handicaps de compétitivité. Donc, il est important de bien noter que l'octroi de mer n'est pas un droit de douane, ce n'est pas une logique de protection qui est mise en avant, c'est une logique de compensation d'un surcoût productif. Donc pour ce faire, un différentiel de taxation est mis en place selon que le produit soit fabriqué localement ou importé. Et c'est ce fameux différentiel de taxation qui est soumis à autorisation, si je puis dire, de la part de l'Union européenne. Ce n'est pas l'octroi de mer en tant que tel, c'est le différentiel de l'octroi de mer. Après 3 réformes majeures en 92, 2004 et plus récemment en 2015, l'octroi de mer s'assimile désormais donc à un dispositif de fiscalité indirecte, collecté uniquement dans les départements et régions d'outre-mer, même Mayotte depuis peu, portant à la fois sur les produits importés et sur les produits locaux, mais dont le différentiel de taxation peut atteindre jusqu'à 30 points, suivant que le produit appartienne à la catégorie A, B ou C. Un autre point peut-être plus méconnu de l'octroi de mer, c'est celui d'une taxation qui est également différenciée selon l'usage du bien. C'est un autre levier qui est utilisé ici pour promouvoir l'offre locale et qui consiste à
discriminer la taxation des biens à l'octroi de mer selon leur usage. Si le bien est destiné à être un input, une matière première pour l'industrie locale, il est généralement exonéré, alors que le même bien destiné à être utilisé comme consommation finale sera pleinement taxé à l'octroi de mer. Donc, suivant cette caractéristique, l'octroi de mer peut être apparenté sur un plan économique aux stratégies de développement qui sont adoptées ou par les pays qui souhaitent s'insérer, ce qu'on appelle dans la fragmentation mondiale de la production, ou les chaînes de valeur mondiales. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est? La fragmentation mondiale de la production, c'est un concept qui signifie que les entreprises localisent dans plusieurs pays les différentes étapes de leur processus de production, l'objectif étant de trouver, grâce à ces chaînes de valeur mondiales, des sources d'approvisionnement en biens et services intermédiaires qui soient moins coûteuses. La fragmentation prend alors la forme de délocalisation ou d'externalisation de la production des biens et services intermédiaires. Donc face à cela, les pays qui souhaitent s'insérer dans l'un de ces maillons des chaînes de valeur mondiale vont exonérer ou diminuer les taxes sur les intrants importés. L'exemple, c'est le duty drawback utilisé par la Chine et les pays asiatiques qui consiste à rembourser les droits de douane sur les intrants importés et destinés à la production des secteurs exportateurs de ce pays. Ce type de stratégie commerciale est parfois associé à une stratégie qui consiste à appliquer des tarifs douaniers sur les biens finaux importés, concurrents de la production locale, tout en exonérant les intrants importés destinés à cette même production locale. Donc ça ressemble à l'octroi de mer, mais ça existe aussi dans la zone franche de Manaus au Brésil. Donc il en ressort que dans le cadre de leur stratégie d'insertion dans les chaînes de valeur mondiale, les pays adoptent différentes politiques de tarification douanière et de taxation locale en fonction des destinations des biens. Les tarifications sont ainsi différentes selon que le bien est destiné à la consommation finale ou à la consommation intermédiaire, mais on peut même envisager qu'elles soient distinctes selon que le bien soit destiné à l'investissement ou encore à la dépense publique, ce qui est le cas de l'octroi de mer également. Donc cette distinction de la fiscalité selon les usages est aussi l'une des caractéristiques de l'octroi de mer, et c'est pour appréhender les effets d'un tel dispositif que des simulations ont été effectuées par moi-même et mes collègues qui visent à mettre en lumière les mécanismes d'impact de cet impôt sur l'économie réunionnaise à travers le fameux MEGC. Donc nous avons mis en avant deux scénarios d'exonération de l'octroi de mer. Le premier qui vise à exonérer les biens de consommation finale de l'octroi de mer. Il faut savoir que les biens de consommation finale importés représentent 35% de la donne globale. Et le second scénario vise à exonérer les biens de consommation intermédiaires, donc les matières premières destinées aux entreprises, de cette taxation. Donc c'est une méthodologie qui implique qu'à l'état initial, les mêmes taux d'octroi de mer s'appliquent aux différents usages. Ça, c'est une hypothèse que l'on pose. Je ne rentre pas dans le détail du modèle, donc ça vous donne une idée des différents mécanismes qui sont en jeu dans ce modèle. C'était vraiment un modèle d'équilibre général, c'est-à-dire que c'est un modèle où on va traiter de l'économie dans son ensemble en essayant d'y incorporer le maximum de secteurs pour bien mesurer les interrelations qu'il existe entre ces secteurs. Donc je ne rentre pas dans les détails, nous pourrons en parler si vous voulez. Ça risque de prendre un peu de temps, mais nous pouvons en parler quand même. Pour arriver directement à la synthèse des résultats, donc globalement on va observer des enchaînements macroéconomiques différents. Une exonération qui porte sur la consommation finale entraîne une baisse de la demande des biens fabriqués localement et donc de la production locale. Donc on le mesure concrètement dans le cadre de ces modèles de pourcentage de variation à chaque fois. Alors qu'une exonération portant sur la consommation intermédiaire implique une baisse du coût de production et donc une hausse de la production locale et des exportations. Donc deux petits schémas pour résumer brièvement les deux scénarios. Donc le premier, l'exonération sur la consommation finale. Donc on note effectivement une baisse de la demande de biens domestiques, donc une baisse de la production locale, une perte de la compétitivité et donc un effet négatif sur l'exportation, une hausse du chômage
ce qui implique une baisse du revenu. Et on note aussi une hausse de la consommation du fait que le prix des intrants diminue. Pour l'État, enfin, l'État ici sont les collectivités locales, une baisse des recettes, c'est-à-dire une augmentation de leur déficit. Dans le deuxième scénario, alors il faut savoir que ce scénario qu'on simule, c'est ce qui existe réellement dans la réalité. D'accord ? Donc on montre que cette exonération sur les consommations intermédiaires, sur les matières premières, permet donc une augmentation de la production locale. Ça a un effet positif sur la compétitivité, ça permet de promouvoir les exportations, ça permet de créer des emplois. Rappelez-vous que l'industrie, c'est à peu près 16 000 emplois, dont la moitié dans l'industrie des agroalimentaires. Pour les ménages, donc ça crée des emplois, ça augmente le revenu. Pour l'État, il y a une baisse des recettes, mais qui peut être compensée par une augmentation des impôts que versent les entreprises aux collectivités. L'État, ici, c'est au sens de collectivité locale. Donc, en conclusion, je dirais simplement que la libéralisation des échanges contribue au développement des économies. Ça, c'est certain. C'est ce qu'on apprend même à nos étudiants. Mais c'est la même chose pour l'octroi de mer, pour les économies domiennes. À notre sens, l'octroi de mer permet également de contribuer au développement économique. D'un point de vue général, il faudrait prendre suffisamment de recul sur ce dispositif afin de prôner sa suppression. En particulier, être assuré que les gains d'un hypothétique libre-échange, ces gains pourraient surpasser les effets bénéfiques réels, actuels, qui sont offerts par cet impôt. Et là, c'est plus à titre personnel. Je pense que l'octroi de mer, du fait de sa grande complexité et des multiples évolutions qu'il a connues, est largement méconnu, ce qui fait de ce dispositif le coupable idéal dans bon nombre de sujets sensibles, notamment sur les prix foncières jeunesse. Je vous remercie.